Bonjour à tous et à toutes. Je suis Cynthia Morel de l'Office de tourisme Vallée du Tarn et Monde de l'Albigeois. Et durant cette période bien particulière de confinement, j'espère que tout le monde va bien et que vous êtes tous en sécurité. Dans le cadre de mes missions d'animatrice numérique de territoire, j'organise des ateliers numériques, mais qui sont bien entendu actuellement annulés. Nous avons donc décidé de continuer cet accompagnement avec des tutos en ligne, histoire de ne pas vous ennuyer à la maison. Le thème de l'atelier du 24 mars était « Utiliser la plateforme taxe de séjour ». Voici donc un tuto vidéo expliquant la prise en main de la plateforme de déclaration de la taxe de séjour sur le territoire de la Vallée du Tarn et Monde de l'Albigeois. Comme vous le savez, tous les hébergements exerçant une activité de location touristique doivent obligatoirement prélever la taxe de séjour, qui est payée par le touriste et sert à financer des actions de promotion et de développement. Elle est donc réinvestie dans l'économie. Commençons par accéder à cette plateforme. Il vous faut taper dans la barre de recherche le lien du site internet que vous voyez ici, valledutarn.taxeséjour.fr. Vous arrivez sur une page où sont représentés les deux logos des communautés de communes Val 81 et Mont-d'Alban et Villefranchois. En fonction de la commune où se situe votre hébergement touristique, cliquez sur la communauté de communes correspondante. Pour ma part, j'ai créé mon hébergement test sur la communauté de communes Val 81, je clique donc sur ce logo. J'arrive ainsi sur le portail d'information val81.taxeséjour.fr. Pour la communauté de communes Mont-d'Alban-Villefranchois, c'est montalban-villefranchois.taxeséjour.fr. Sachez qu'il n'y a aucune différence entre les deux portails, vous y trouverez les mêmes informations, tarifs et modalités de fonctionnement sur la taxe de séjour. Faisons le tour rapidement de ce portail d'information qui est accessible pour tout le monde. Vous avez sur le côté ici le menu, la navigation en fait, où vous trouverez pour l'essentiel des informations à retrouver sur ce site internet, notamment pour les indispensables, les tutos d'activation de vos comptes de télédéclaration, les informations sur la collecte de la taxe de séjour par les opérateurs numériques, les documents utiles, qui paye la taxe de séjour, les tarifs et modes de calcul, on va y revenir tout de suite après de façon plus approfondie. Vous avez également le descriptif des déclarations, du reversement, tout ce qui est droits et obligations en matière de taxe de séjour, avec tous les articles de loi concernant ce sujet, et également le classement de la taxe de séjour. Ne sous-estimez pas cette page, c'est une mine d'informations. N'hésitez vraiment pas à prendre le temps de lire pour comprendre le sujet complexe de la taxe de séjour. Nous allons du coup aller dans le menu et aller dans la rubrique tarifs et mode de calcul de la taxe de séjour. En premier lieu, dans cette rubrique, vous retrouvez les deux types de tarifs appliqués à la taxe de séjour, c'est-à-dire le tarif fixe pour les hébergements classés et le tarif proportionnel pour les hébergements non classés. Un hébergement classé est en étoile, un hébergement non classé n'a pas d'étoile. Dans les hébergements à tarif fixe, il y a également les chambres d'hôtes et les auberges collectives qui, elles, ne sont pas classées. Donc, on va plutôt partir du principe qu'il y a les tarifs fixes et les tarifs proportionnels. En scrollant un petit peu, vous avez tout de suite après la calculatrice, qui est un élément très pratique, notamment en ce qui concerne les hébergements non classés qui ont un tarif proportionnel. Donc ce tableau est divisé en deux parties. Vous avez une première partie avec tous les éléments et tous les hébergements concernés par le tarif fixe, et en seconde partie, les hébergements qui sont concernés par le tarif proportionnel. Donc en premier lieu, on va faire un exemple avec le tarif fixe, avec par exemple celui-ci où il y a la chambre d'hôte ici à 80 centimes. Vous mettez sur le côté le nombre de nuits, donc par exemple il reste 14 nuits, et le nombre de personnes assujetties non exonérées. Ce sont les personnes qui payent la taxe de séjour de manière globale, ce sont les adultes.
Donc là, en l'occurrence, on va donner un exemple, ils sont 2. Ainsi, vous avez le nombre de nuitées qui apparaît, donc 28 dans ce cas-là, c'est-à-dire que c'est le nombre de nuits fois le nombre de personnes. Cette notion est très importante, hein. Le nombre de nuitées vous sera demandé lors de la déclaration dans la plateforme sur votre compte personnel pour la déclaration de la taxe de séjour. Vraiment, la notion de nuitée, nombre de nuits fois le nombre de personnes est très importante. Et ici, vous avez le montant total de la taxe de séjour payé pour l'ensemble du séjour pour les 2 personnes assujetties. Nous allons prendre l'exemple maintenant des hébergements non classés avec un tarif proportionnel à 5% avec la taxe additionnelle départementale. Alors attention, avec la mise en place de ce nouveau calcul, le montant de la taxe de séjour pour les hébergements non classés peut différer pour chaque séjour, car cela varie en fonction du nombre d'occupants. Vous avez ici, contrairement à l'autre calculatrice, 4 critères. Le tarif à la nuit, donc là, nous, par exemple, on va prendre un tarif à la nuitée à 100 €. Si vous avez un tarif à la semaine, je pense notamment au gîte, vous divisez tout simplement ce tarif par 7, et vous avez du coup le tarif à la nuit. Le nombre d'occupants, c'est le nombre d'adultes et d'enfants, de mineurs, qui viennent dans votre hébergement touristique. C'est vraiment l'ensemble de tous les occupants, hein. Donc là, on va par exemple mettre 7. Il reste, bon, on va partir sur le même principe, 14 nuits. Mais par contre, sur ce nombre d'occupants, donc ils sont 7, mais il n'y a que 5 adultes, donc que 5 personnes assujetties à la taxe de séjour. Donc on met 5. Et ici aussi, on voit qu'il y a le nombre de nuitées qui apparaît avec le montant total de la taxe de séjour pour l'ensemble du séjour pour les 5 personnes assujetties à la taxe. Ce n'est pas par personne et par nuit, hein, bien sûr. Faites très attention au nombre d'occupants parce que comme vous allez le voir, si par exemple il y a 5 adultes qui viennent, 5 occupants et que ce sont 5 adultes, en modifiant le nombre d'occupants, vous voyez que le montant de la taxe de séjour diffère. Donc il faut bien prendre en compte dans le calcul le nombre total d'occupants. Sachez que cette calculatrice, notamment pour du coup les hébergements non classés, est extrêmement importante et nous le conseillons vivement pour la préparation des contrats en amont du séjour. Cela vous permet du coup de calculer la taxe de séjour de façon très précise et du coup être en adéquation avec votre déclaration par la suite. Voilà pour le calcul de la taxe de séjour. Donc du coup on va revenir en haut de la page et on va s'attaquer au sujet principal qui est du coup le compte et la plateforme de télédéclaration. Il vous faut cliquer sur « Je déclare mes nuitées ». Donc là, vous rentrez votre adresse mail et votre mot de passe que vous avez choisi vous-même lors de l'activation de votre compte. Se connecter. À la première connexion, vous avez ceci qui apparaît sur votre écran. C'est tout simplement les conditions générales d'utilisation et la politique de confidentialité. Je vous invite à lire toutes ces informations avant de cliquer sur « Valider ». Donc voici à quoi ressemble la plateforme de télédéclaration de la taxe de séjour. Vous arrivez donc sur votre tableau de bord. Vous avez sur ce tableau de bord toutes les informations à savoir sur vos hébergements. En premier lieu, nous voyons donc qu'il y a un registre ouvert pour déclarer mes séjours et également 2 déclarations à faire. Par contre, pas de paiement à réaliser concernant la taxe de séjour. Nous avons ici les 2 hébergements de test que j'ai créés pour l'occasion. Donc un gîte non classé à tarif proportionnel et une chambre d'hôte à tarif fixe. Du coup, rentrons directement dans le vif du sujet. Première chose en général, les gens ont du mal à faire la distinction, c'est pourquoi il y a j'enregistre mes séjours et pourquoi je déclare. Quelle est la différence?
Sachez que pour les personnes qui ont des hébergements classés, ils n'ont pas cette fonction-là. Et d'autres, vous n'avez pas forcément comme ceci affiché. C'est que moi, en fait, j'ai fait pour le test le gîte non classé à tarif proportionnel et le gîte et la chambre d'hôte à tarif fixe. Alors en fait, le j'enregistre mon séjour ne concerne que les hébergements non classés. En fait, ce registre des séjours est utilisé uniquement à remplir pour les hébergements qui n'ont pas d'étoiles. Donc je clique sur j'enregistre mes séjours. On voit que ce registre concerne uniquement l'hébergement gîte non classé. Alors, notion très importante concernant les opérateurs numériques. En 2019, la plateforme vous demandait de déclarer les séjours vendus sur les plateformes de commercialisation. Aujourd'hui, le tableau de déclaration de ces opérateurs numériques a disparu sur la plateforme. Vous ne devez déclarer sur cette plateforme que la taxe de séjour que vous récoltez vous-même, que ce soit en réservation directe ou non. C'est bien notifié ici. Si votre opérateur numérique a collecté la totalité de la taxe de séjour due, alors vous n'avez pas à saisir les séjours correspondants. Si votre opérateur numérique n'a pas collecté la taxe de séjour et que vous l'avez fait vous-même, alors vous devez saisir les séjours correspondants. C'est ainsi à vous de vous renseigner si Airbnb, Booking ou autre opérateur numérique collecte cette taxe de séjour et qu'elle le fasse au bon montant. Alors on ne va pas se mentir, l'année 2019 a été une année test, il y a eu pas mal d'erreurs et nous espérons que l'année 2020 sera mieux. Mais nous avons quand même des exemples d'hébergeurs qui peinent à contacter par exemple Airbnb pour faire modifier le tarif ou encore à les obliger entre guillemets à bien prélever la taxe de séjour. Malheureusement, nous n'avons pas d'autre conseil à vous donner que d'insister auprès d'eux pour faire valoir votre demande. Sachez que les opérateurs numériques sont dans l'obligation de collecter la taxe de séjour. S'il y a un intermédiaire de paiement, ils sont tenus de respecter les tarifs mis en place par les diverses intercommunalités. Une plateforme avec les tarifs par commune est accessible par ces opérateurs numériques pour être tenus au courant. Sachez que vous pouvez quand même nous contacter directement si vous avez un souci concernant un opérateur numérique. Nous essaierons de vous conseiller au mieux sans problème. Reprenons du coup notre registre des séjours pour les hébergements non classés. Il faut donc cliquer sur « Ajouter un séjour ». Vous arrivez donc du coup sur ce tableau qui indique du coup « Nouveau séjour ». Vous intégrez les dates de début et de fin du séjour. Ne faites pas cas de séparer le séjour si c'est à cheval sur 2 mois. Vraiment, pas de problème là-dessus. Donc du coup, par exemple, moi, j'ai eu une réservation du 28 mars au 4 avril. Je sais, ça aurait été bien en cette période de confinement, mais c'est un exemple. Donc du coup, le montant, vous mettez le montant du séjour. Donc je sais pas, je prends un exemple, 500 €. Et ici, je note le nombre de personnes assujetties. Toujours pareil, les personnes assujetties, ce sont les personnes qui payent la taxe de séjour, donc les adultes. Donc par exemple, je vais mettre 5 personnes pour reprendre l'exemple que j'avais avec la calculatrice. Donc 5 personnes ont payé la taxe de séjour. Ah, mon internet. Mais par contre, il y avait 2 mineurs. Donc je notifie bien les 2 mineurs. Donc, ainsi, le tarif de la taxe de séjour s'affiche automatiquement. Sachez que c'est là où je vous ai expliqué que le nombre d'occupants et de personnes assujetties mineures est important. Il faut bien mettre le nombre de mineurs parce que si je mets 0 mineurs, le montant de la taxe de séjour n'est pas le même. Parce qu'en fait, il calcule la taxe de séjour sur 7 personnes, même s'il n'y en a que 5 qui la payent. Voilà. Donc là, c'est bon, j'ai intégré mes dates, mon tarif du séjour, les personnes qui ont payé, les mineurs. J'enregistre mon séjour. Et là, du coup, mon séjour est enregistré dans mon registre. Et on voit que pour le mois d'avril, il y a le montant. Alors, je vais re-enregistrer un séjour pour qu'on puisse valider le mois de mars parce que le mois d'avril est en cours
est en cours, donc du coup on ne peut pas encore valider le registre dans sa globalité. Donc je vais recréer un séjour du 7 au 14 mars, toujours pareil, 500 €, 5 personnes assujetties et 2 mineurs. Voilà, donc j'enregistre mon séjour. Donc là, on voit mes 2 séjours enregistrés et on voit que du coup, le séjour de mars a bien été enregistré dans la synthèse de mes séjours. Du coup, on valide le registre. Et là, on tombe directement dans la partie déclaration pour le mois de mars 2020. On retrouve mon séjour que j'ai enregistré dans mon registre, on vérifie que tout est bon et on valide le registre. Là, il me demande de déclarer. Si tout est bon pour vous, je confirme du coup cette déclaration. Déclaration enregistrée. Et là, il me dit, hop, 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 attendez, vous avez fait une déclaration, mais il y a votre autre hébergement, ou par contre, pour le mois de mars, vous n'avez pas fait les déclarations. Donc, du coup, je continue mes déclarations, mais cette fois-ci avec un hébergement qui a un tarif fixe. Donc, je n'aurai pas à enregistrer mes séjours, comme je vais vous le montrer tout de suite. Vous cliquez sur déclarer. Et là, pas de séjour enregistré, comme je vous l'ai dit, mais vraiment, on tombe directement sur la déclaration pour mars 2020 avec le nombre, cette fois-ci, de nuitées pour les personnes assujetties. Donc, c'est là où je reprends ce que j'ai dit quand j'étais dans la rubrique calculatrice. C'est là où il faut vraiment bien faire attention de notifier les nuitées. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, il y avait 2 personnes qui restaient 14 nuits. Il y a donc 28 nuitées. Bon, pour le coup, pas de personnes mineures. Et j'ai mon montant qui correspond bien à ce que j'avais calculé, à 22,40 €. Et j'enregistre ma déclaration. Là, pareil, il me demande si c'est bon pour moi et je confirme ma déclaration. Ainsi, je n'ai plus de déclaration à faire. C'est bon, tout est bon. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours marqué le petit 1 à enregistrer mes séjours, tout simplement parce que le mois d'avril est toujours en cours et donc du coup, vous pouvez toujours déclarer des séjours. Donc, on repart dans mon tableau de bord et on voit bien que les déclarations sont à jour et la prochaine déclaration sera à faire à partir du 1er mai. En effet, les déclarations de la taxe de séjour se font tous les mois. À partir du 1er de chaque mois, là, en l'occurrence, pour reprendre l'exemple, au mois d'avril, vous devrez déclarer à partir du 1er mai et vous avez jusqu'au 15 mai pour déclarer les séjours du mois d'avril. Toujours pareil, c'est un exemple, c'est pareil pour tous les mois. Pas de paiement à réaliser. Vous voyez, le prochain paiement est à faire à partir du 1er octobre. Tout simplement parce qu'il y a 2 périodes de collecte de la taxe de séjour. Vous déclarez tous les mois, mais vous ne payez que 2 fois par an. La première période se situe de janvier à septembre et vous payez à partir du 1er octobre, comme c'est indiqué ici. Et pour la seconde période de paiement, c'est du 1er octobre au 31 décembre avec paiement à partir du 1er janvier. Quand il sera temps de payer la taxe de séjour, vous recevrez un mail automatique vous incitant à payer votre taxe de séjour et vous allez recevoir un état récapitulatif. Donc voici le bon fichier. Vous avez donc du coup la référence avec à chaque fois les mois correspondant aux périodes de collecte. Donc là c'est le dernier état récapitulatif, donc de octobre à décembre, avec à chaque fois le montant à reverser. Vous avez la possibilité de payer soit par chèque en indiquant du coup l'ordre comme ceci et en joignant à votre chèque cet état récapitulatif signé. Vous pouvez également payer en espèces uniquement sur place avec également cet état récapitulatif signé ou payer directement en ligne en vous connectant à la plateforme. C'est également possible de payer par virement, le RIB est indiqué dans la plateforme. Si un hébergement est fermé durant la basse saison ou pour n'importe quelle raison, vous pouvez et devez indiquer votre période de fermeture. De ce fait, vous ne recevrez aucun mail de relance de déclaration. Pour cela, il faut cliquer sur l'onglet « Mes hébergements »
et ajouter une fermeture. Vous indiquez donc le moment où vous êtes fermé. Par exemple, je prends l'exemple, je suis fermée du 1er mai au 31 mai. Ça va pas marcher. Voilà, vous avez ici du coup le tarif, la période de fermeture qui est indiquée. Sachez que si vous n'intégrez pas le mois entier, si par exemple vous faites du 1er au 30 mai, ben en fait vous aurez toujours une déclaration à faire pour le 31 mai. Donc faites bien attention à indiquer toute la période d'ouverture sur tout le mois. Vous faites appliquer et enregistrer. Vous pouvez voir les informations de vos hébergements en cliquant ici. Vous avez donc les informations sur votre hébergement qui apparaît. Vous pouvez les modifier à tout moment. Vous avez ici l'onglet fermeture. Vous pouvez du coup voir si vous avez bien mis vos fermetures. Et l'onglet label si par hasard vous décidez de vous faire labelliser en épices Gîtes de France ou en clé chez Clé Vacances, vous pourrez l'indiquer ici. Ça n'aura aucun impact sur la tarification, mais ça peut être utile de le savoir pour nous. Vous avez également ici une demande de modification. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire vous-même dans cette plateforme, mais vous pouvez nous soumettre du coup une demande, notamment en ajoutant une nouvelle catégorie. Si par exemple vous passez d'un hébergement non classé à un hébergement classé, vous pouvez modifier la période d'ouverture, supprimer la période de fermeture, pardon, ou alors tout simplement désactiver votre hébergement, c'est-à-dire que vous arrêtez la location de votre hébergement touristique. Ensuite, on va faire un petit point pour finir ce tuto sur le menu ici. Donc les hébergements, nous avons vu. Vos déclarations, c'est ici que vous retrouvez les déclarations que vous venez de faire. Donc là, c'est pour mon hébergement gîte classé. Si vous souhaitez sélectionner l'autre hébergement, vous cliquez ici et ça vous fait apparaître la déclaration pour votre autre hébergement. Vous avez ici mes règlements qui correspondent au paiement que vous avez effectué. Donc en l'occurrence là, il n'y en a pas. Les états récapitulatifs, comme son nom l'indique, c'est le document que je vous ai montré tout à l'heure qui permet du coup d'avoir un récapitulatif de toute votre taxe de séjour. Mes demandes, c'est ce que vous envoyez en fait à nous, Office de tourisme, si vous avez une demande particulière. Donc là, il n'y a aucune demande enregistrée, mais c'est là où vous retrouverez les demandes que vous nous avez envoyées. Le statut diffère entre en attente et traité, comme ça vous savez si nous avons pris en compte votre demande. La partie mes documents, où vous retrouvez les documents nécessaires à la compréhension de la taxe de séjour, notamment pour la télédéclaration ou la facturation. À chaque fois, il y a un guide spécifique pour les tarifs fixes et les tarifs proportionnels. Et vous avez également, chose importante, les affiches pour les tarifs fixes et les affiches pour les tarifs proportionnels qui est à afficher dans votre hébergement au vu des clients. Et vous avez ici, pour terminer, un lien direct vers le simulateur qui est ce que j'ai appelé la calculatrice de votre taxe de séjour. Donc ça va arriver. Voilà, vous arrivez directement si vous avez besoin de faire un calcul ou si vous avez un doute. Et vous avez également le portail d'information qui est un accès direct à ce que je vous ai montré en début de ce tuto. Alors n'hésitez pas, vu que ce tuto est terminé, à reprendre contact avec nous si vous avez une question spécifique, parce qu'on se rend compte qu'il y a des cas assez particuliers concernant les hébergements. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tuto, que vous avez appris des choses. Et je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Merci.